et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information qui sera consacrée à sa grande partie à la rétrospective de la semaine. Vous le savez, cette semaine qui va s'achever a été marquée essentiellement par le rapport du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui a été publié et déposé au Conseil de sécurité de l'ONU, dont le secrétaire général Ban Ki-moon encourage le président RD congolais Joseph Kabila à convoquer un dialogue. Eric Izami, dans ce reportage que vous allez suivre, vous propose les grandes lignes de ce qu'a été ces rapports. Les évêques en étoffe de pasteurs ne relâchent pas. Ils ont consulté pour encourager les acteurs politiques tant de la majorité que de l'opposition pour les inviter à agir dans un sens précis. Apporter leur contribution pour la paix, pour le mieux-être, mais aussi voir qu'est-ce qui peut être comme obstacle par rapport à un dialogue entre ces différents courants du peuple congolais, toujours dans l'intérêt supérieur de la nation. Kengo Adondo estime qu'au dialogue, il faudrait aborder les 3 questions majeures, entre autres l'enrôlement des nouveaux majeurs. Il faut enrôler les nouveaux majeurs pour qu'ils puissent participer au vote. Quelles sont les élections qui peuvent avoir lieu directement? Si vous avez suivi mon discours de rentrée de septembre, j'ai dit qu'il faut combiner les élections au suffrage universel direct et les autres après. Mwando Simba, lui, fixe bien les esprits au-delà de tout. Et notre démarche qui est celle de faire en sorte que, n'est-ce pas, on ne touche pas aux dispositions constitutionnelles. Ceux qui campent dans leur position estiment qu'actuellement, même si les papes et le secrétaire général de l'ONU ont parlé, rien ne justifie le dialogue en RDC. Pour la dynamique de l'opposition, il n'y a pas une crise politique en République démocratique du Congo. C'est une crise artificielle montée de toutes pièces pour justifier justement le dialogue qui devient en fait comme une stratégie d'aller au-delà du mandat du chef de l'État prévu par la Constitution. La société civile, elle, nuance et au nom de la paix déclare. Les évêques l'ont déclaré noir sur blanc que nous avons tous la même vision. C'est celui du dialogue. La majorité présidentielle, elle, a une position bien connue. Il faut la tenue du dialogue inclusif pour dégager un consensus sur les options à privilégier dans les processus électoraux qui faciliteront la tenue des élections dans la paix afin de poursuivre la reconstruction du pays. Les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo deviennent de plus en plus nébuleux au regard des réalités qui l'entourent. À cet effet, l'idée du chef de l'État de convoquer un dialogue pour concilier le vœu des uns et des autres avant les élections séduit l'extérieur. Au regard des interventions du pape François et du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, certains Kinois pensent que les acteurs politiques congolais doivent se mettre autour d'une table pour parler. Il faut dialoguer. Absolument. Le dialogue en soi n'est pas une mauvaise chose parce qu'il permet aux différents protagonistes d'aplanir leur vue. Dialogue, oui, mais il faut respecter et rester dans les dispositions constitutionnelles. Moi, ce que je vais demander à nos politiciens de l'opposition qui doutent encore, d'aller là-bas au dialogue, de voir ce qui se fait là-bas. S'il est question de prolongation de mandat, s'il est question d'ajout d'un autre mandat, ils sortent, il y a les télévisions, les chaînes de médias, ils vont dire à la population, écoutez, là on nous a appelés, c'était pas pour préparer des élections apaisées, mais c'était plutôt pour comploter contre la Constitution. D'autres disent tout simplement non au dialogue, car cela favoriserait la tricherie ou le glissement. Pour moi, non. Parce que le temps est déjà passé pour le dialogue. Quand on demande le dialogue, c'est-à-dire nous ne voulons pas aller aux élections, puisque le temps d'aller aux élections est déjà prêt. On va dialoguer pour combien de temps? Quoi qu'il en soit, dialoguer oui, organiser les élections c'est aussi bien, mais le tout ne servira à rien si le peuple continue à manquer la paix et le pain. Après
Après le pape François, c'est le tour du secrétaire général des Nations Unies d'exhorter le Congolais à aller au dialogue. Dans son dernier rapport du 5 janvier 2016, publié et transmis au Conseil de sécurité, Ban Ki-moon encourage le président de la République RD congolais, Joseph Kabila, à engager un dialogue national visant à instaurer un consensus sur le processus électoral en cours. Le secrétaire général de l'ONU s'est dit profondément troublé par la montée des tensions politiques dans le contexte du processus électoral qui risque de déboucher sur les troubles civils et des violences généralisées si des mesures ne sont pas prises pour apaiser les tensions. Toujours dans ses rapports transmis au Conseil de sécurité, Ban Ki-moon préconise de réduire 1700 casques bleus sur un effectif de 20 000 hommes de la Force des Nations Unies en RD Congo. Dans la perspective de 2016, qui est une année électorale, il est prévu que la force de la MONUSCO soit utilisée pour des tâches de police pour la protection des populations civiles. Le secrétaire général de l'ONU estime encore qu'une nouvelle réduction du personnel militaire de la MONUSCO pourrait être envisagée sans compromettre la capacité de la mission de s'acquitter de son mandat de protection des civils, notamment par la neutralisation de groupes armés. Ainsi, le Conseil de sécurité va se réunir la semaine prochaine pour traiter la demande de Ban Ki-moon. Dans un communiqué sanctionnant la première phase de consultation qu'ils viennent de mener auprès de représentants de la classe politique et de la société civile, le prince de l'Église catholique lance aux uns et aux autres un appel pressant à un sursaut patriotique afin qu'ils puissent prendre leurs responsabilités devant l'histoire en vue d'un dialogue répondant aux aspirations de tous pour l'intérêt supérieur du pays. En clair, les évêques, membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, appellent à la tenue du dialogue entre Congolais. À l'issue de ces consultations, les Fronts Citoyens 2016. À l'issue de ces consultations, les Fronts Citoyens 2016, plateforme qui réunit les associations et partis politiques, veut aller au dialogue, mais à deux conditions. La question sur la révision constitutionnelle ne soit évoquée pendant ces pourparlers. Pour l'opposition républicaine, ce dialogue n'est pas lié au mandat du président de la République, plutôt au processus électoral, dixit le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo. Le G7, qui s'est entretenu aussi avec les évêques, ont compris leur message, mais ils insistent sur le respect des dispositions constitutionnelles. Chez le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle, les évêques ont véhiculé leur message, celui de voir un processus apaisé. Entre-temps, les partis de la dynamique de l'opposition, l'UNC de Vital Kamerhe, le MLC de Jean-Pierre Bemba, le FAC de Martin Fayoulou et les autres ne trouvent toujours aucune opportunité de ce dialogue. L'UDPS de Etienne Tshisekedi rétorque. Comment nous allons obtenir ce consensus pour mettre ensemble? Les organisations de la société civile sont prêtes pour y aller. En effet, les évêques catholiques invitent donc le Congolais à implorer les grâces divines pour la réussite du processus électoral. Le 4 janvier 1959, c'était un dimanche. Les Congolais, ce jour-là, se sont pris en charge. Les Congolais ont surpris les autorités coloniales qui ne s'attendaient pas à un tel soulèvement. Les Congolais ont surpris les autorités de la BACO qui avaient convié les militants à cette rencontre à la place IMCA. Parce que les autorités de la BACO n'avaient pas convoqué cette réunion pour que, in fine, il y ait un soulèvement populaire. Les dirigeants sportifs de l'équipe V-Club ne s'attendaient pas aussi à un tel événement après leur défaite contre l'équipe Mikado au stade Tata Raphaël. Et donc, ce que nous pouvons retenir comme leçon, c'est que lorsque le peuple se prend en charge, lorsque le peuple prend sa destinée en main, il y a beaucoup de choses qui chamboulent. Et donc c'est la grande leçon à tirer parce que le 4 janvier 1959 est en fait la véritable date de l'indépendance. Parce que c'est le 4 janvier 1959 qui a conduit au 30 juin 60. Aussi, les Congolais doivent se prendre en charge. C'est vrai qu'on parle du dialogue, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, personnellement, je n'en vois pas l'opportunité. Mais voilà, les Congolais doivent comprendre qu'ils doivent se prendre en charge.
L'organe technique pour l'organisation des élections en RDC déclare être suffisamment prêt à offrir aux Congolais des scrutins justes et démocratiques. Ce processus électoral en cours qui a été un peu grippé, la CENI, après son évaluation interne, va à la rencontre, consultation de parties prenantes. Mercredi 6 janvier, le responsable de la centrale électorale, avec en tête Corneille Nangaa, est allé à l'église kimbanguiste pour échanger. Il était donc de bonne loi que nous soyons ici. Et nous avons été bien reçus par les représentants des kimbanguistes. Nous sommes venus pour échanger avec nos pères spirituels sur l'état du processus électoral. Nous avons dressé un bilan, résultat de l'évaluation du processus que nous avons fait à l'interne. Ensuite, la délégation a pris la direction de Limete où l'attendaient les pasteurs de l'église du Réveil du Congo. Ici également, la CENI a apporté la lumière à propos du processus. Nous avons été illuminés, éclairés, et nous étions ignorants d'un certain nombre de choses, de certaines réalités. Et au jour d'aujourd'hui, il faut dire que nous avons été éclairés. Aujourd'hui, nous pouvons aussi être des messagers à la base, à l'ensemble de nos fidèles, pour éclairer l'opinion sur un certain nombre de choses. Pour réussir le processus électoral en cours en RDC, il suffit que chaque partie prenante accepte de jouer correctement son rôle. Les Congolais se sont souvenus le 8 janvier dernier du crash du marché Tipka de Kinshasa. Cet accident survenu le 8 janvier 1996, faute de surpoids de l'Antonov qui était à l'exercice. La rédaction d'Antena vous rappelle à travers ses commentaires de Magali Sissi. Le crash du marché Tipka de Kinshasa est un accident resté dans l'histoire comme la pire de catastrophes aériennes survenues sur le continent africain. C'était un certain lundi 8 janvier 1996 qu'un Antonov 32B avait raté son décollage de l'aéroport de Ndolo pour finir sa course en plein marché. Cet incident est intervenu en raison du surpoids de l'avion qui finalement n'arrivait plus à prendre assez d'altitude et de vitesse lors du décollage. Et du coup, les deux pilotes russes aux commandes de l'appareil ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour arrêter cet avion. C'était une peine perdue puisque l'Antonov avait fait un vrai carnage avec plusieurs centaines de morts, parmi lesquels des commerçants, vendeurs et vendeuses du marché ainsi que la population venue s'approvisionner en denrées alimentaires. Jusqu'à ces jours, certaines victimes directes et indirectes de cet accident continuent d'en souffrir et de pleurer 20 ans après. Les sinistrés de cette catastrophe aérienne, la plus grande qu'a connue le pays, sont aujourd'hui enregistrés dans plusieurs catégories. Certains sont handicapés à vie, d'autres sont devenus des orphelins, veuves et veuves. Ils ont vu en un instant leur vie basculer et vivent aujourd'hui avec un traumatisme psychologique indélébile sur fond d'une misère affreuse consécutive à cette tragédie. Ils méritent l'attention des pouvoirs publics et notre solidarité. C'est une information pour les abonnés de la Société nationale d'électricité. Au cours d'une conférence de presse tenue le 7 janvier, le directeur général de la SNEL, Eric Mbala, a annoncé les perturbations de la fourniture du courant électrique dans tout l'ex-Katanga, l'actuel Congo central, à Kinshasa et dans l'actuelle province de Kwango. Cette perturbation est la suite de l'arrêt de 3 groupes de la société, 2 de la centrale hydroélectrique d'Inga 1 et l'autre de la centrale hydroélectrique de Zongo. Selon la DG, la panne de ces engins a causé un déficit d'énergie équivalent à au moins 318 MW. Une situation qui, selon le directeur de la SNEL, ne devrait pas être rétablie dans un temps record. Eric Mbala a par ailleurs demandé à ses services d'établir un programme spécial pour alimenter les gros consommateurs des 6 à 17 heures et qu'après 17 heures de privilégier les quartiers résidentiels pour éviter le perte de vivres et autres biens de la population. Il a aussi demandé qu'on alimente l'éclairage public pour permettre aux gens de se déplacer en toute sécurité, notamment pendant la nuit. Entre-temps, l'équipe de la SNEL reste à pied d'œuvre pour apporter, selon le programme arrêté, la solution à cette perturbation. 125 dossiers ont été payés par la Société nationale d'assurance hier, 7 janvier, premier jeudi de l'année 2016 et premier jeudi sinistre. Cette paye a concerné 3 branches d'assurance, à savoir auto, incendie et vie. À l'immeuble Sankouro, à la Gombe, siège de la SONAS, les abonnés victimes des sinistres ont défilé devant les agents commis à la paye pour être indemnisés. L'occasion pour le conseiller juridique Bola de les encourager à continuer à s'assurer.
pour nos abonnés, nous les conseillons de continuer à s'assurer parce que ce que nous faisons avec nos sinistrés vient de ce que nos abonnés nous amènent. Nous n'avons pas d'autres sources de revenus à part ce que les abonnés viennent nous donner par nos guichets. Donc nous les encourageons à venir s'assurer, à continuer à s'assurer. La priorité, ou mieux, l'activité majeure de la SONAS, c'est le paiement des sinistres. L'assureur national l'a fait durant toute l'année 2015, dont le bilan est largement positif. Donc nous avons payé plus que l'année 2014 et plus que l'année 2013. Donc le bilan est positif. Nous avons payé pratiquement toutes les branches. Nous avons payé, la plupart ce sont des dossiers automobiles, là où il y a beaucoup plus de dossiers. Et nous avons presque touché toutes les catégories sociales. Malgré la crise financière mondiale et la baisse de production qui en a résulté, particulièrement dans le secteur de l'économie, plus de 2000 dossiers ont été payés et soldés par la SONAS en 2015. 640 ont été soldés. Et pour l'année 2016, l'assureur national compte faire mieux qu'en 2015. Les perspectives sont donc bonnes et le comité de gestion de la SONAS, conduite par Carole Aguito, est plutôt optimiste. Et sachez aussi que le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, a procédé le week-end dernier au démarrage de la phase pilote de la classe pré-primaire en République démocratique du Congo. Cette classe est destinée aux enfants âgés de 5 ans institués dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du développement du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Patricia Molengo-Molekuni et Hugues Moussangila vous proposent ce reportage. Pilote de la classe pré-primaire qui démarre au cours de ce premier mois de l'an 2016 porte sur 1000 classes pré-primaires incorporées dans 1000 écoles primaires publiques identifiées sur toute l'étendue du territoire national. Cette classe représente une forme de réponse nouvelle à la nécessité de préscolariser les enfants de 5 ans et regorge les avantages ci-après. Sa mise en place permet à un plus grand nombre d'enfants âgés de 5 ans d'avoir accès à l'éducation préscolaire avec pour effet d'augmenter la probabilité de l'inscription en première année de l'école primaire à l'âge légal de 6 ans. La classe pré-primaire est gratuite et obligatoire, raison pour laquelle elle ne peut être organisée que dans les écoles publiques, a fait savoir le ministre Maker Mwangou, et sa mise en œuvre repose sur 3 phases. Il y a la phase préparatoire, la phase pilote et la phase de mise à l'échelle ou de généralisation. La phase pré-primaire, qui est déjà achevée, a bénéficié de l'appui de l'UNICEF. Elle a consisté en l'élaboration d'un certain nombre de documents juridiques, des documents pédagogiques et stratégiques sur le plan de la carte scolaire, de la communication et des ressources humaines. Au cours de cette séance de démarrage, nous avons noté la présence de partenaires techniques et financiers qui appuient cette initiative, notamment l'UNICEF. Au niveau international, toutes les études faites concordent sur le fait qu'introduire une classe pré-primaire dès l'âge de 5 ans permet d'améliorer la qualité de l'enseignement primaire en préparant mieux les jeunes enfants. Encore une fois, l'UNICEF est très, très heureuse d'être associée à cette initiative. La phase pilote de ce démarrage va durer au moins 2 ans. Le mercredi dernier, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, a remis officiellement les unités de transformation de manioc au centre d'incubation des micro-entreprises agricoles rurales CIMAR, implanté à Mbakana dans la commune de Maluku. Ceci dans le cadre du projet pilote d'appui à la promotion de la chaîne de valeur de la filière manioc en République démocratique du Congo. Patricia Molengo-Molekuni, encore une fois de plus, et Sylvain Kapombo, c'est un reportage. Il s'agit de 2 centres d'incubation de micro-entreprises agricoles rurales CIMAR, l'un implanté au sein du centre d'appui pour le développement intégral de Mbandaka, Kadim, et l'autre au centre régional d'appui et de formation pour le développement CRAFOD, en sigle à Kimpese. L'objectif principal de ce projet pilote initié par la FAO en collaboration avec le ministère de l'Agriculture est d'accompagner la transformation progressive des opérateurs de la filière manioc, notamment le producteur, le transformateur et les commerçants du manioc. Pour Hubert Ali, secrétaire général au ministère de l'Agriculture qui a procédé à la remise officielle de ces unités de transformation de manioc, le travail abattu par la FAO est à féliciter. Avec
ces projets, on a pu avoir une formation pour relever la capacité des personnes, mais aussi la capacité institutionnelle. Et aujourd'hui, nous sommes fiers qu'on arrive déjà à cette première étape avec ces 2 centres qui sont opérationnels, ici à Mbakana et l'autre à Songolo. Les bénéficiaires ont eu le mot juste pour remercier la FAO et le gouvernement d'avoir pensé à Mbakana pour l'implantation de ce centre. La cérémonie s'est clôturée par la visite de machines de transformation de manioc installées au CIMAR Mbakana. Et en sport, pour terminer, vous venez de suivre tout à l'heure sur nos antennes le match amical qui opposait les Léopards de la RDC au Rwanda, qui vont donc prendre part au 4e championnat d'Afrique de Nations 2016 Rwanda. Dans ce reportage que vous allez suivre tout à l'heure, vous regarderez donc ce qu'a été le départ des Léopards pour le Rwanda, signé par Patrick Borel-Mukendi. C'est dans les réguliers Congo Airways que les léopards locaux qui vont participer à la 4e édition du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016 ont quitté Kinshasa via Goma pour s'acclimater et se préparer en conséquence dans les buts de rééditer l'exploit de 2009 en Côte d'Ivoire. Comparativement à la rumeur qui circule au pays disant que Zahir Amweni et Papi Kimoto ont été écartés du staff technique, en voici la vraie version avec cette image. Sur la liste des 23 joueurs de Jean-Florent Ibengue figure un joueur qui a déjà remporté cette coupe. Il s'agit de Joël Kimwaki qui pense que le Congo démocratique peut rafler une 2e étoile. État d'esprit normal, jeune joueur, jeune talent, en tout cas, pour s'attendre le mot impeccable, en tout cas, avec sélection coach, en tout cas, on a senti que coach essaie le bien. Toi peuple congolais ça Simon Abisso, ça Simon jeune joueur, Simon Ngai, la raison cadré malé mais en tout cas laissé. Donc le gagner sauter mais surprise n'aime tout ça là-bas. Arrivé à Goma dans les après-midi, le Fauve congolais ont bénéficié d'un accueil chaleureux et ont été accompagnés par les agents de la Direction générale de migration Nord Kivu pour bien traverser la frontière reliant la ville de Goma et la capitale Kigali. Signalons que les Léopards de l'RDC affrontent en amical le dimanche 10 janvier le pays hôte le Rwanda. Et le 17 janvier, les ambassadeurs congolais affronteront le 11 Walias de l'Éthiopie en match de la première journée du CHAN. Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance aux Léopards de la RDC, bien qu'ils ont perdu contre le Rwanda cet après-midi par 1-0. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez reçu chez vous. Merci à Magali Sissi, chef d'édition, Léonard Mouemeri, réalisateur, Blaise Lunda qui était derrière la caméra et toute l'équipe qui nous a accompagnés ce soir. Demain, 17h30, Papi Katassi sera là pour vous informer. À 19h, Eric Izami. Et puis, 16h, Sylvain Kapombo Bosengele sera là pour le journal en lingala. Bonsoir et très bon tour de programme sur nos antennes. Au revoir.